Alors, ce soir, nous allons parler de la proche aidance et de la conciliation avec le travail. On sait que occuper un emploi en prenant soin d'une personne de notre entourage, ça amène son lot de défis. On parle peu encore de la proche aidance et de l'emploi comme sujet commun. Donc, et pourtant, la plupart de nous allons nous retrouver un jour ou l'autre, ou c'est déjà le cas, dans cette situation-là. Donc, dans cette conférence-ci, on va vous présenter des faits, des statistiques sur les personnes prochainantes en emploi, de l'information sur les employeurs, les politiques et mesures gouvernementales qui sont disponibles pour vous soutenir. Et puis il y aura un témoignage d'une personne prochainante qui pourra partager sa réalité en lien avec tout ça. Les conférencières ce soir, c'est Maude Vigée-Meyer, CRHA, qui est chargée de projet conciliation prochainance travail chez Concilivy. On a Amélie Tremblay, qui est chargée de projet conciliation, travail, proche aidance et coordonnatrice des communications à Proche Aidance Québec. Et on a Sophie Renaud, qui est proche aidante en emploi et chargée de projet pour le volet proche aidance chez Cible Emploi. Donc voilà, mesdames, je vous cède la parole. Merci beaucoup, Tania. Je vais commencer. Je me lance. Je suis Amélie Tremblay, donc, comme l'a dit Tania. Je travaille chez Proche Aidance Québec. Proche Aidance Québec, je vous fais déjà un petit topo. Donc, on est un regroupement d'une centaine d'organismes partout à travers le Québec qui offrent des services en proche aidance à tout type de personnes proches aidantes. Donc, nos organismes offrent différents types de services, que ce soit du répit, du soutien psychosocial, des formations, des groupes de parole. Vraiment, on va un peu partout. Je vous en parlerai plus tard en fin de présentation, mais voilà. Je laisse la parole à Maud. Oui, moi, c'est Maude Vigée-Meilleur. Je suis chargée de projet en conciliation de proche aidance travail chez Concilivy. Concilivy, c'est une initiative pour les employeurs, pour les encourager à s'investir en faveur de la conciliation famille-travail, mais c'est aussi une initiative du Réseau pour un Québec famille, qui est un regroupement d'organisations nationales dont Proche aidance Québec fait partie d'ailleurs et qui réunit tout le monde autour du sujet de la famille. Et Et- Sophie, ah, vas-y. bonjour tout le monde, moi c'est Sophie Renaud. Je suis d'abord et avant tout maman proche aidante d'une belle jeune adulte qui est autiste avec une déficience intellectuelle qui a maintenant 24 ans. Et je suis aussi chargée de projet chez Cible Emploi qui est un organisme dédié à l'accompagnement chez les chercheurs d'emploi et en transition de carrière. On se spécialise avec les travailleurs expérimentés âgés entre 45 et 65 ans. Et nous sommes situés dans les Basses-Laurentides à Sainte-Thérèse avec un bureau aussi à Saint-Eustache. Et mon rôle de chargé de projet pour le volet proche aidance consiste à faire de la sensibilisation auprès des employeurs pour prendre en compte les besoins des personnes proches aidantes lorsqu'elles arrivent sur le marché du travail et de sensibiliser aussi les personnes proches aidantes à aller chercher à s'auto-reconnaître comme proches aidants et aller vers les ressources qui sont disponibles pour les soutenir. Ça me fait très plaisir d'être avec vous ce soir. Merci beaucoup, Sophie. Et que là, c'est moi qui est en charge de la présentation. Je vous dis, puis la techno, ça fait deux. Ça se peut que vous voyez mes affaires virer d'un bord puis de l'autre. Vous me direz, les filles, parce que les participantes, je ne vous vois pas. On va avoir une séance de questions à la fin de la présentation. Par contre, on va vous faire participer un petit peu en cours de route. Déjà, je vous montre les objectifs de la rencontre. Donc, on veut déconstruire les mythes autour de la prochaine danse. C'est quoi ça, la prochaine danse? Qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qu'on en entend, etc. Comprendre les multiples réalités des personnes prochainement en emploi. Donc, potentiellement, vous, qui vivez peut-être donc à la fois un rôle de prochaine et un rôle d'employabilité. Regardez, c'est quoi les outils et les ressources qui existent ou que vous pouvez aller chercher pour une meilleure conciliation. Puis, soutien pour ouvrir le dialogue sur la prochaine dans votre milieu de travail. C'est les objectifs, grosso modo, mais vous allez voir qu'on va un petit peu partout à travers ça. Donc, Sophie, je te laisse commencer avec notre petit quiz. Oui, en fait, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je pense qu'il y a tellement on constate que c'est pas tout le monde qui est conscient de qu'est-ce que c'est exactement de la proche aidance. On a entendu longtemps parler de aidant naturel et à force d'en parler, des fois, on se rend compte que c'est pas tout le monde qui se reconnaît. Alors, on va vous présenter différentes situations et on vous inviterait à nous dire via le chat si, selon vous, les situations qu'on va vous présenter sont des situations de proche aidant.
Vous nous dites oui ou non, puis après, on va faire un petit retour à la fin. Alors, allons-y, Amélie, pour une première situation. Alors, notre belle Léa, 16 ans, soutient sa meilleure amie qui traverse une période difficile sur le plan émotionnel en l'accompagnant à des rendez-vous chez un psychologue. Selon vous, est-ce que Léa est proche aidante? On a des oui dans le chat? Non. Non. Ah, OK, intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on donne les réponses au fur et à mesure, Amélie? Oui. Ben oui, je pense que oui, hein. Oui, oui. OK. Bon, ben, je dois vous confirmer que mademoiselle Léa, elle est effectivement une proche aidante. Donc, certaines personnes qui ont répondu non, et c'est bien correct, il n'y a pas c'est pas une mauvaise réponse. Ça fait juste nous rappeler à quel point la proche aidance, c'est pas toujours connu. On se fait déjà une idée un peu de qu'est-ce que c'est. Alors, on continue avec une autre situation. Là, moi, je me fais l'avocat du diable parce que je veux dire que du point de vue légal, malheureusement, Léa, pour toutes les mesures que je vous parlais tantôt, elle n'aurait pas beaucoup de soutien. Mais ça reste qu'au point de vue légal, au point de vue au niveau de la loi, c'est vrai que c'est une personne proche aidante. Donc, on continue. Solange. Solange, 63 ans, prend soin des plantes de son voisin lorsque celui-ci part en vacances. Est-ce que notre Solange est proche aidante, vous pensez? Non, non, non. Non, non, non. Hein? Rendu aux plantes, là, on va dire on n'est pas là, là. C'est bon. Ensuite, Solange est juste fine. ah, oui, alors, il a juste fait Solange. Alors, Oh, oh, est-ce qu'il y a juste moi qui ai perdu Sophie? Ah, Non, ça fait plaisir de mon côté aussi. C'est figé aussi. D'accord. mon Dieu, tu prends le relais. Ah, Ah, ouais, voilà, elle a défigé. Tu étais figée, Sophie. j'étais figée, je suis Eh revenue. oui. on Est-ce a que tu veux. ici, je pense que ça a en lien avec. Ah, peut-être que c'était Solange encore. OK. Ben, je peux la relire, je vais la relire celle-là. Julien, 24 ans, qui consacre une partie de son temps libre à accompagner régulièrement son voisin âgé pour des courses. Mais en retour, le voisin lui offre un petit montant à chaque fois en signe de reconnaissance. Est-ce que c'est la prochaine? Je te laisse aller, Sophie. Ben, en fait, c'est une réponse qui peut être très partagée, mais on va dire que pour le bien de la cause, on va dire que Julien n'est pas proche aidant dans ce cas-ci. Pourquoi? Parce que il reçoit un montant d'argent en retour de ses services. Donc, aux yeux de la loi, on va le voir un petit peu plus loin, Julien n'est pas proche aidant, même si les actions qu'il pose sont très louables et sont très aidantes pour son voisin. On avait des réponses partagées dans le clavardage. Ah, OK. Un autre Solange. Ah non. Carolina, 12 ans, accompagne son petit frère Eduardo qui est autiste. Elle l'aide avec sa routine du matin avant d'aller à l'école pour s'habiller, brosser les dents, etc. Est-ce que Carolina, à 12 ans, elle est proche aidante pour son frère? Yes, je vois Oui. des oui, c'est en majorité. Vous avez tout à fait raison. Même à 12 ans, lorsque les tâches qu'on voit par rapport à son petit frère, Carolina est bel et bien proche aidante. Bon, voilà. Elena, 44 ans, s'assure que son fils prend ses médicaments quotidiennement et qu'il ne manque pas ses rendez-vous avec sa psychiatre. Oui, 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 oui. oui, 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 vous êtes bon, effectivement. Ça rentre définitivement dans les tâches d'une proche aidante. Oh, Samir, 55 ans, prend du temps chaque semaine pour aider son oncle avec son budget et ses transactions bancaires. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Oui, oui. Je vois des oui. Non. Oh, on a des noms, on a des noms. Oui. Non. Non, OK, c'est intéressant. Majorité mince pour le oui. Hein? Majorité mince pour le oui. Mince majorité pour le oui. Ben, dans le fond, oui, je dois vous dire que Samir est effectivement proche aidant et on va le voir encore un petit peu plus loin avec la définition que les tâches qui relient la proche aidance sont effectivement très variées. C'est pas juste des soins à la personne, ça peut même aller jusque dans l'accompagnement pour des transactions bancaires. Effectivement. Donc, moi, j'ai la petite partie plate où je vous parle de la loi.
Mais en fait, non, c'est pas vrai. En disant tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a une loi maintenant sur la définition des personnes proches aidantes. Donc, on définit personne proche aidante comme toute personne qui apporte un soutien à un ou à plusieurs membres de son entourage qui présente une incapacité temporaire ou permanente. De là, le premier cas où c'était une situation où c'était temporaire, de nature physique, psychologique, psychosociale ou autre. Peu importe l'âge, peu importe le milieu de vie avec qui elle partage un lien affectif, familial ou non. La partie lien affectif est importante là parce que justement, on n'est pas dans une transaction, par exemple, où on aurait quelqu'un qui vient offrir des services à la maison, même si c'était du bénévolat, par exemple. Le soutien apporté est continu ou occasionnel, à court ou à long terme, il est offert à titre non professionnel de manière libre, éclairée et révocable. Je vous entends, même si je ne peux point vous entendre. Parents, proches, oui, c'est révocable, mais pas tant que ça. Effectivement, c'est la loi, c'est le texte théorique, mais on sait très bien que la réalité est pas mal plus compliquée que ça. Dans le but, donc, notamment de favoriser le rétablissement de la personne aidée, le maintien et l'amélioration de sa qualité de vie à domicile ou dans d'autres milieux de vie. Ça peut prendre diverses formes, comme le transport, l'aide aux soins personnels et aux travaux domestiques, le soutien émotionnel, la coordination des soins et des services. Il peut également entraîner des répercussions financières pour la personne proche aidante ou limiter sa capacité à prendre soin de sa propre santé physique et mentale ou à assumer ses autres responsabilités sociales et familiales. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans cette définition de la loi. Sophie lève la main. Donc, Oui, non, mais c'est parce que j'aimerais ça amener un petit fait qui est intéressant, c'est que le Québec est la seule province en Amérique du Nord à s'être dotée d'une politique, une loi, en fait, visant à soutenir les personnes proches aidantes. Fait que c'est sûr que c'est pas parfait, c'est très, on voit que c'est très complexe comme définition, ça comprend beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de monde, beaucoup de milieux qui se sont assis ensemble pour en arriver à cette définition-là, pour s'assurer elle était le plus inclusive possible pour essayer de laisser personne derrière parce qu'il fallait penser vraiment à toutes les possibilités. Donc oui, c'est chargé, mais d'un autre côté, on peut dire, ben, on est chanceux, au moins on est la seule province qui a cette loi-là. C'est tout. effectivement, très bon point. Donc, on peut penser, en fait, selon les statistiques de 2018, là, elles datent un peu mes stats, j'avoue. Maud va vous en présenter des plus récentes. Mais près de 6 personnes proches aidantes sur 10 occupent un emploi. Donc, je le nomme souvent quand je parle avec des gestionnaires, mais c'est si vous n'avez pas de personnes proches aidantes dans votre équipe, c'est parce que vous ne savez tout simplement pas ou vous avez une très, très petite équipe. Donc, mais en général, il y a toujours au travail, qu'on le sache ou non. Je vais vous laisser regarder une petite vidéo donc, sur les enjeux des personnes proches aidantes. Dites-moi, mes amis. Savez-vous que 60% des personnes proches aidantes occupent un emploi? Bien qu'elle ait un rôle enrichissant, la personne proche aidante vit 3 grands enjeux ayant un impact sur son équilibre de vie et sur sa santé. Le manque de temps en raison d'une surcharge de responsabilités et d'imprévus oblige souvent le proche aidant à négliger l'un de ses rôles. Par exemple, devoir choisir entre un spectacle à l'école, un rendez-vous médical ou une rencontre importante au bureau. La tension entre ces rôles peut l'amener à faire des choix contre son intérêt ou même agir en contradiction avec ses valeurs. Savez-vous que 3 personnes proches aidantes sur 10 s'occupent d'un parent vieillissant en plus d'assurer leur responsabilité parentale? C'est ce qu'on appelle la génération sandwich. Au Canada, les personnes proches aidantes dépensent en moyenne 7 600 $ par année pour leur personne aidée, peu importe leur revenu initial. Une personne proche aidante est plus à risque de négliger sa santé physique et de manifester des symptômes d'anxiété ou d'épuisement professionnel. La conciliation proche aidance-travail est une solution clé pour l'attraction et la rétention de talents, en plus de favoriser l'engagement au travail. Pour en savoir plus sur les prestations et autres mesures de conciliation, visitez procheaidancetravail.ca. Hop, et voilà. Donc, nous voilà revenus. Donc, effectivement, ce sont des enjeux que peut-être que vous connaissez déjà très bien, qui sont vécus par les personnes proches aidantes en emploi et qui, pas juste en emploi, mais en particulier, puis qui peuvent alourdir vraiment beaucoup le quotidien. Hop. Bon, je te laisse la parole. Ben, comme on a vu dans la vidéo, le manque de temps, c'est un enjeu de conciliation qui est assez important, hein. Ça peut placer l'individu face à des choix qui sont assez déchirants entre s'investir au travail, entre s'investir auprès de la personne proche aidante, et ça, c'est sans compter les autres rôles dans lesquels on peut évoluer aussi en tant qu'individu.
Et ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est chez Concilivy, nous, on collecte des données de sondage auprès d'employés proches aidants et auprès d'employeurs. Là, ici, on parle des employés proches aidants. Donc, c'est un sondage en 2023 là, qui a été fait auprès de 1250 personnes proches aidantes en emploi. Et ce qu'on voit, c'est que c'est 57% de ces gens-là qui estiment que la conciliation famille-travail, c'est une source de stress. Aussi, ce qu'il faut se dire, c'est que, bon, oui, une source de stress, mais ça peut amener aussi des enjeux de santé mentale. Parce que même sans compter l'implication en emploi, ce qu'on voyait, c'est que c'est plus de la moitié qui affirment que l'aide qu'ils apportent à un proche, ça a des répercussions sur leur santé mentale. Donc, avec ces statistiques-là, bon, c'est sûr qu'on pouvait le deviner, tu sais, que ça pouvait amener un grand stress, mais ces chiffres-là nous montrent encore plus à quel point les personnes proches aidantes en emploi ont besoin d'un soutien. Ce n'est pas un soutien seulement à un endroit, c'est vraiment partout. C'est en cumulant l'aide qu'on peut arriver à s'en sortir avec une conciliation un peu plus harmonieuse, qui ne sera pas parfaite, mais qui peut quand même être plus harmonieuse, comme je viens de dire. Oh, Amélie, tu es. Ben Oui. oui, ça m'a informé que j'étais en sourdine. Donc, ben, les conséquences sur la vie professionnelle des personnes proches aidantes, c'est sûr que c'est des moyennes, là, on s'entend, là, c'est pas absolu. On a quand même une absence de 8 à 9, 10 jours par année pour la proche aidance, donc pour être avec la personne aidée d'une façon ou d'une autre. Une réduction des heures de travail, pas de surprise. Refus de promotion, nouvel emploi, c'est malheureusement quelque chose qu'on va voir trop souvent. Des gens qui auraient peut-être eu envie d'aller, d'avoir une carrière différente, d'avoir une promotion, mais qui vont prendre la difficile décision de refuser pour être plus avec la personne aidée. Ou encore de rechercher un emploi qui va être moins exigeant à cause de ses responsabilités pour pouvoir avoir plus de temps, plus d'énergie, plus de tout. Puis il y a dans 10% des personnes prochainement qui vont quitter définitivement le milieu du travail donc pendant leur rôle. Sophie, si jamais tu veux popper, tu peux. Oui, Je ben, en vois. fait, C'est ce moi. que j'aimerais, une petite chose que j'aimerais apporter aussi, euh, en fait, statistiquement, là, vous devinerez que 55% des personnes proches aidantes sont des femmes. Fait qu'en plus, en disant que s'il y a une personne sur trois qui est proche aidante en société, dites-vous qu'il y a 55% des personnes proches aidantes sont des femmes. Donc, l'impact on parlait de l'impact de la prochaine danse, là, en plus de toutes celles qui ont été mentionnées, ben, c'est ça, il y a un certain appauvrissement aussi qui se font par rapport à cette catégorie d'individus qui sont les femmes, parce que comme elles sont plus impactées souvent par la prochaine danse, elles subissent souvent un recul, elles subissent un impact financier important au niveau de leur emploi. Fait que je tenais quand même à le mentionner parce que des fois, c'est des choses qu'on vit, on est frustré de ça. Puis, moi, quand je le dis, ça fait réagir des gens. Des fois, c'est comme, ah ouais, OK, ben c'est correct. Il faut le dire, là, que les femmes sont souvent plus impactées. Oui, puis souvent, je dis c'est 55% qui savent qu'ils sont une proche aidante parce qu'il y a combien de femmes sont dans cette industrie du care sans s'en rendre compte, là, en tout cas. Mais Oui, oui, effectivement, il y a cette réalité. puis à noter que, tu sais, si on pense que les personnes proches aidantes à elles seules représentent 80% des soins à domicile bénévoles sans rémunération au Québec, là, c'est énorme. Sans les personnes proches aidantes, le système de santé tombe à terre. Ouais. Oui, il paraît que c'est 24 heures. Mais si on arrêtait, si toutes les personnes proches aidantes arrêtaient, ça prendrait 24 heures pour que le système de santé et de services sociaux s'effondre. C'est fou, hein? Rien, C'est là. ça. Oui, Non, mais c'est pas rien. c'est pour ça que c'est important d'en parler puis que les gens se reconnaissent comme personnes proches aidantes. Excusez-moi, continue. Ben non, Ben, t'es là pour ça. Vas-y. tout Maud. à fait approprié. Oui, ben là, moi, je vous l'illustre encore avec d'autres chiffres, mais j'avais juste envie d'ajouter quelque chose par rapport à la précarisation financière. Il faut penser aussi, on dit les femmes, si elles se retirent, par exemple, du travail pendant une période X de temps, il y a aussi une cotisation au REER là, qui ne se fait pas, puis il y a une répercussion encore plus à long terme. C'est pas seulement le salaire qu'on ne recevra pas, mais aussi, ben, c'est ça, ces cotisations-là qu'on ne fera pas qui vont nous pénaliser à plus long terme.
Mais si je reviens aux chiffres, bon, Amélie nous a donné déjà quelques statistiques, mais nous, dans notre sondage qui a été fait l'an dernier, encore une fois, c'est 35 qui nous disaient devoir prendre régulièrement des congés en raison de leur rôle. Un peu plus là, du corps qui doivent interrompre régulièrement leur travail pendant la journée en raison de leur rôle. Donc, on peut penser à prendre des appels, devoir se déplacer pour apporter de l'assistance, se rendre à un rendez-vous, revenir au travail. Donc, c'est pas nécessairement évident parce que c'est pas tout le monde qui a un emploi qui permet cette flexibilité-là. On va en reparler tantôt. Puis il y a aussi, tantôt on parlait de stress, mais toutes ces interruptions-là, passer d'un rôle à l'autre, c'est stressant, c'est demandant aussi pour la personne. C'est pas une interruption comme une pause, là, c'est vraiment qu'on est demandé dans un autre rôle qui est très exigeant. Puis finalement, la dernière petite statistique que je voulais vous présenter à ce sujet-là, c'est que c'est 27 qui interrompent, non, excuse-moi, qui réduisent régulièrement leurs heures de travail en raison de leur rôle. Donc encore là, cette réduction-là n'est souvent pas rémunérée. Ça l'aide à concilier, c'est certain, mais ça a une répercussion sur le portefeuille, c'est assuré. Tout à fait. Puis là, on peut se dire, mais d'abord, pourquoi qu'on travaille si on n'est pas personne proche aidant? Ben là, on s'entend. Il y a l'aspect, tu sais, je l'ai mis à la fin, mais il devrait être en premier, là. Tout le monde, je pense, ben pas nécessairement tout le monde, mais on a besoin d'argent pour vivre, on a besoin d'argent pour payer les choses de la vie. Donc, avoir une indépendance financière, assurément, mais c'est aussi pour parfois avoir un répit dans le rôle de proche aidance. C'est sûr que c'est pas nécessairement le cas pour tout le monde, mais beaucoup de gens qui vivent avec la personne aidée, ça peut devenir vraiment un moment de répit d'aller au travail. Valoriser ses compétences puis possibilité de vivre des victoires. Dans certaines situations, ça peut être plus difficile avec la personne aidée, encore là. Fait que ça peut être un espace pour se sentir bien et se sentir adéquat. Ça veut pas dire qu'on l'est pas dans d'autres rôles, mais là, au moins, on le sent. Briser l'isolement, puis conserver un réseau social parce que c'est facile de s'isoler, c'est facile de moins sortir parce que c'est compliqué. Puis donc, le travail permet d'avoir cet espace-là, d'avoir quelqu'un qui au moins check-in avec nous pour être sûr que ça va, d'avoir quelqu'un qui est là pour partager. Donc, puis c'est ça, c'est sûr d'avoir cette indépendance financière-là, ben là, c'est aussi, c'est pas mal essentiel. Ouais. Surtout qu'on a vu que ça coûtait 7 600 $ à peu près, tu disais, qu'on dépense. Fait que si en plus, on en a pas assez pour nous, puis il faut en dépenser pour l'autre, c'est pas long, c'est pas long que ça dégringole, là. En fait, je veux retrouver cette statistique, la source là, de cette statistique, mais j'avais lu que c'était 9 000 $ de plus, de moins de revenus et 7 600 de plus de dépenses. Donc, en moyenne, OK. c'est énorme parce que c'est ça, là, tu sais, on pense à tout ce qui est justement stationnement quand on va à l'hôpital, bouffe de cafétéria, quand on va dans un rendez-vous. De tous les appels à faire, le temps qu'on perd à ce moment-là, tous les accommodements, etc. qu'on a à faire, la voiture, qu'il faut qu'il soit comme ci ou comme ça. C'est toutes ces petites dépenses qu'on se rend pas nécessairement compte au quotidien, ils montent vraiment très vite. Puis pour certaines personnes proches aidantes, ça va devenir un enjeu majeur, malheureusement. Mm. On peut pas faire comme ça existait. Ouais. Là, j'aimerais ça, je vais prendre le lead de celle-là, puis j'aimerais ça m'adresser aux participants. Avant de vous donner les réponses, j'aimerais ça vous entendre sur, selon vous, quels sont les mythes et les préjugés qui circulent présentement envers les personnes proches aidantes qui sont en emploi. On en a identifié quelques-uns, mais avant de vous les présenter, j'aimerais ça vous voir dans le chat si vous pouviez, soit que ça vous est arrivé une situation déplaisante ou est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'une personne est moins performante que les autres. Joël, oui. Qu'elle Une invente. Oui, c'est personne proche aidante est moins performante que les autres. Je peux lire les autres si j'en vois arriver. Les fausses croyances en fonction de ce que les gens peuvent croire sur les personnes proches aidantes. Mhm. Avantage de cette situation. Mhm. Effectivement, bon point. Est-ce que vous en avez déjà reçu de ça parmi les personnes présentes, là? Des fois, ça peut être de son employeur, mais ça peut être aussi des collègues. Que la proche aidante est un prétexte pour avoir une charge de travail moins élevée. Oui, exactement. Très bon.
Ben, c'est ça. Vous en avez nommé quelques-uns. Amélie, si tu veux bien, on va regarder un peu. C'est lesquels qui sont le plus ressortis quand on s'est mis à poser des questions un peu partout. Bon, ça a été nommé, hein, moins productifs que leurs collègues. Ça, c'est sûr. Ils ne sont jamais là, ils sont tout le temps dérangés, ils arrivent en retard. On a un autre ici, les personnes proches aidantes prennent trop de congés. Ben oui, on prend des congés pour aller se reposer. Pas tout à fait, non. Quand on prend des congés, c'est pas nécessairement des congés. C'est du travail additionnel souvent, qu'on se le dit, soyons-en conscients. Eh boy, les personnes proches aidantes ne sont pas fiables. Et pourtant, moi, par expérience, puis autour de moi, les personnes proches aidantes que je connais sont rendues des fois des maîtres de jongler avec des horaires impossibles pour répondre aux besoins de tout le monde. C'est sûr qu'avec le stress, si on a un milieu de travail qui n'est pas flexible, ça peut avoir l'air de ça, mais par définition, la proche aidance demande une grande adaptabilité et une grande flexibilité. Quoi d'autre, Amélie? Ah ben oui, hein, ne sont pas aussi engagés dans leur carrière, hein, parce que c'est un choix volontaire d'être proche aidant, hein. On souhaite tous ça, de mettre notre carrière de côté pour ça donner un rôle bénévole sous-payé pour se brûler. On fait ça. Ouais. Les personnes proches aidantes demandent constamment des aménagements spéciaux. C'est pas toujours de gaieté de cœur qu'on demande des aménagements, n'est-ce pas? Ça fait pas, c'est pas toujours un choix. Les personnes proches aidantes sont plus stressées et moins performantes. Ben oui, effectivement, on l'a vu, la proche aidance, ça l'engendre du stress qui va avoir un impact possiblement sur la performance, surtout dans un contexte où il n'y a pas de politique en place, où ça n'a pas été discuté, où il n'y a pas eu une reconnaissance, il n'y a pas une bonne compréhension de la part de l'employeur sur qu'est-ce que c'est de la proche aidance. Ah oui, ont des priorités incompatibles avec le milieu de l'emploi. Ah, je vais revenir encore à dire, c'est de bien mal connaître la proche aidance pour dire que c'est des priorités incompatibles. Puis comme on l'a dit tantôt, hein, à 80% du système de santé qui est tenu par des proches aidants, moi j'aurais envie de dire des fois, c'est peut-être le milieu de travail qui a des priorités incompatibles avec la proche aidance. Hmm. Un fardeau organisationnel. Moi, pour être proche aidante puis avoir une admiration sans borne envers les personnes proches aidantes, ça m'enrage quand j'entends ça. Et puis, leur situation comme une excuse pour tout et pour rien. Ah, on a un commentaire ici de Linda qui nous dit nos émotions, c'est pas accepté. Effectivement, c'est vraiment pas tout le monde qui est à l'aise de recevoir Puis pourtant, tu sais, il y a beaucoup d'émotions qui viennent avec l'approche aidance, hein, surtout la culpabilité, la peine, la tristesse, l'inquiétude. Puis c'est pas tous les milieux qui sont sécuritaires, puis c'est pas tous les collègues qui comprennent ça. Donc, est-ce qu'on en a d'autres, Amélie? Bon, ben, en fait, vous en avez nommé des très bons, puis on a vu que tous les préjugés puis les mythes qui existent, je crois que c'est relié en fait à une mauvaise compréhension du statut de personne proche aidante. Et c'est pour ça que c'est super important qu'il faut en parler, puis il faut en arriver à sensibiliser autant les employeurs que les personnes proches aidantes à se reconnaître et en arriver à un point où on peut ouvrir la discussion, puis, puis que ça soit reconnu, puis que ça soit accepté et félicité et non pas redouté, je veux dire. Mm. Tout à fait, tout à fait. Je reviens encore à la charge avec mes Ouais, chiffres. fait que c'est beaucoup. Stats à l'appui. Dans le fond, oui, c'est ça. Sophie disait que c'est dû à un manque de reconnaissance. Là, on ne le voit pas à l'écran, mais ça me fait penser à d'autres statistiques qu'on a chez nous. Tu sais, les employeurs, ils disaient souvent que c'est ça que ça leur prenait. Ils avaient besoin de comprendre des situations. Des fois, bon, c'est peut-être un peu de la mauvaise foi, mais souvent, c'est un manque de compréhension puis une sensibilisation qui n'a pas nécessairement été fait. Mais bon, si je retourne aux chiffres qu'on a à l'écran, dans notre sondage, c'était 38 qui disaient qu'ils ne sentaient pas que leur réalité de proche aidance était comprise et reconnue par leur employeur. On peut le voir d'un autre côté, il y a quand même un bon pourcentage qui réussit quand même à trouver du soutien, mais je pense que il faut faire descendre ça, puis il faut que l'autre côté prenne plus d'ampleur, puis que plus de gens se sentent reconnus.
Puis je pense que ça peut être aussi quand même plus difficile aussi quand il y a des enjeux de santé mentale. La santé mentale, bien que c'est un sujet dont on parle de plus en plus, c'est encore tabou. Donc, la proche aidance en santé mentale, des fois, ça peut être encore plus difficile de se sentir compris. On peut être jugé davantage par notre employeur parce que c'est deux réalités là, qui sont plus difficiles, qui se rencontrent. Aussi intéressant comme statistique, c'est 33% des proches aidants qui craignent de faire des demandes de congé parce qu'ils ont peur que ça ait un impact négatif sur leur carrière. Donc, tu sais, tantôt on disait, mon employeur ne va pas nécessairement me comprendre, je vais être jugée, on ne reconnaît pas mes émotions, mais de pas se sentir légitime, c'est vraiment, ça a vraiment des répercussions. Euh, Aussi, ce que je pense qui est important, c'est de ne pas nécessairement tout prendre aussi sur nos épaules quand on est proche aidant. On l'a dit, oui, il faut commencer à en parler dans les milieux de travail. Ça peut être difficile des fois d'être la personne qui va amener le sujet, mais c'est en parlant de plus en plus qu'il va y avoir cette sensibilisation-là, puis aussi qu'on va réussir à prévenir l'épuisement. Maintenant, je ne veux pas passer énormément de temps là-dessus, mais je pense que c'est intéressant parce qu'on a parlé des défis qui étaient vécus par les personnes proches aidantes en emploi. Je pense que c'est intéressant d'aller voir aussi l'autre côté de la médaille, puis c'est quoi les difficultés qui peuvent être vécues en emploi par les gestionnaires, par les employeurs. Donc, on a ici une petite liste des défis qui peuvent être vécus. Donc, c'est certain que quand on a un emploi où est-ce que la présence physique est requise, je l'ai nommé un peu tantôt, où est-ce que les tâches sont difficilement réalisables à distance, bien, c'est sûr que ça va limiter les aménagements en lien avec la flexibilité de l'horaire ou avec le lieu de travail, par exemple le télétravail. Et ça va peut-être demander une planification qui va être plus élaborée, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres actions que l'employeur peut faire pour mettre en place un certain soutien. Il n'y a pas que les horaires flexibles qui peuvent aider. Certes, ça va beaucoup aider, mais il y a aussi autre chose qui peut être réalisée. On a aussi les ressources financières limitées. Hein, on a beaucoup de petites entreprises au Québec. Ça peut des fois être difficile de mettre des choses en place pour amener un soutien. On peut penser aussi aux organismes à but non lucratif qui peuvent avoir moins de moyens, par exemple, pour mettre un programme d'aide aux employés qui deviendrait une ressource d'aide supplémentaire. Des fois, il y en a qui peuvent avoir de la difficulté à mettre un nombre plus important de congés qui comblerait plus les besoins de la personne proche aidante. Mais encore là, il y a des solutions qu'on va pouvoir explorer tantôt. La taille de l'entreprise aussi, c'est sûr que quand on est une petite équipe et que quelqu'un doit s'absenter, que quelqu'un doit quitter, ben la charge de travail va se répartir sur un plus petit nombre d'employés. Donc, il peut y avoir une crainte là, de surcharge des collègues ou que le gestionnaire soit plus surchargé. On a les conventions collectives. Il y a certaines entreprises qui sont syndiquées. Ça peut être plus complexe de réouvrir une convention, là, c'est certain que ça peut être plus difficile. Puis aussi, tous les syndicats, c'est tout basé sur le principe d'ancienneté. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est honoré puis qui fait partie de l'historique syndical. Donc, ça peut être plus difficile des fois d'avoir des conditions avantageuses parce qu'on a moins d'ancienneté dans l'entreprise. On a la pénurie de main-d'œuvre. C'est difficile déjà de combler les postes qu'on a en place. Donc, quand on a quelqu'un qui s'absente, ça vient occasionner un plus grand stress pour l'entreprise. Il y a toute la culture de performance. Hein? Sophie t'en parlait tantôt, c'est peut-être plus les employeurs que c'est pas compatible leur façon de faire les choses, mais on veut une rentabilité à tout prix. On met des mesures en place, ça va être pour attirer et fidéliser les employés, mais moins souvent on entend parler comme une responsabilité sociale. Il y en a des bons employeurs qui veulent prendre soin des employés, mais je parle de la culture de performance, on ne peut pas non plus la nier. Et il y a aussi tout ce qui est par rapport à l'équité. Hein, la jalousie des collègues. Ça peut être difficile pour un employeur de se dire, bon, je vais accorder une mesure à certains, ça va créer peut-être un précédent. Et aussi, il faut se le dire, on parle beaucoup maintenant de conciliation travail-vie personnelle et ça peut être difficile pour les employeurs de se dire jusqu'à où on s'arrête, quel genre de besoin on n'accommode pas, quel genre de besoin est notre limite. Donc, il y a des réflexions aussi à faire pour les employeurs à ce sujet-là, là. C'est certain. Je pense qu'il y avait peut-être quelque chose dans le
le chat, je sais pas. Oui, en effet, il y a, bon, donc on a Joël qui nous dit plus d'éducation populaire à ce sujet, plus de témoignages, de voir que d'être une personne proche aidante est un atout au niveau humain, assurément. Puis c'est effectivement en emploi, en tout particulièrement, ben pas tout particulièrement, mais je veux dire, on peut très bien mettre ça même de l'avant auprès de l'employeur, là, puis du gestionnaire, toutes les forces qu'on développe comme personne proche aidante. Il y en a beaucoup qui peuvent être transposables dans le milieu d'emploi. Puis effectivement, l'éducation, Sophie le disait tantôt, mais c'est souvent une question que les gens ne connaissent pas, ne savent pas, que ce soit pour eux-mêmes, savoir qu'on est soi-même une personne proche aidante ou pour justement qu'est-ce que ça implique pour ses collègues, pour ses équipes de travail. Puis il y a Linda Gendron qui disait donc mon employeur sur le coup comprenait après quelques temps c'était la business, le soutien devient plus difficile, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler un petit peu plus tard de ça. On vous donne des petits trucs pour concilier. Attendez-vous pas de la magie, là, mais on va vous donner quelques petits. Pour en parler avec votre gestionnaire, entre autres. Donc, on va Oui, parler. oui, puis c'est important aussi, quand on parle d'éducation populaire, c'est de faire reconnaître aussi toutes les compétences que ces personnes proches aidantes-là ont. Tu développes un savoir dans ton rôle de proche aidant qui peut être transférable au milieu du travail, c'est certain. Ici, encore des statistiques que je vous présente à l'écran. Je passe rapidement. Je vous avais dit tantôt qu'on avait aussi sondé les employeurs du Québec pour connaître leur position. On voit que qu'est-ce qui est le plus difficile pour eux, c'est vraiment l'imprévisibilité de la situation de proche aidance. Donc, c'est les imprévisibilités des absences là, qui sont le plus important, mais sinon, on voit vraiment que ça tourne autour de ça. C'est certain que par rapport à d'autres réalités que les employeurs ont été habitués de peut-être plus concilier, la parentalité, ben, la trajectoire de la proche aidance est un peu plus imprévisible et moins reconnue par le fait même. Maintenant, en rappel, dans le fond, là, on a vu les difficultés qui étaient vécues par les personnes proches aidantes, les difficultés des gestionnaires. Si on regarde les besoins de ces gestionnaires-là et comment ça peut rentrer en conflit avec ce que vit la personne proche aidante, les recherches indiquaient que les gestionnaires avaient un besoin de transparence et d'anticipation. On comprend pour organiser le travail, c'est certain que quand on sait où est-ce qu'on s'en va, c'est plus facile qui avaient besoin que les gens se confient davantage sur leur situation de proche aidance, justement pour planifier, mettre en place des actions pour soutenir et aussi qu'il y ait moins de répercussions pour les collègues. On s'entend, s'il y a moins de répercussions sur les collègues, il y a aussi moins de préjugés défavorables qui vont circuler. Mais d'un autre côté, on vient de le dire, les situations de proche aidance sont assez imprévisibles et aussi, faut pas se mentir, ça peut être difficile d'ouvrir le sujet avec son employeur parce qu'on vit de la culpabilité, parce qu'on a peur de perdre des opportunités de carrière, qu'on soit perçu comme moins fiable, moins performant, toutes des choses qu'on a nommées tantôt. Et ben, c'est ça aussi, tantôt, ce que je disais par rapport à la parentalité. Il y a aussi que la parentalité, c'est un événement souvent heureux avec une trajectoire qui est plus prévisible. Donc, ça peut être difficile de parler de proche aidance. Donc, les gestionnaires, en fait, s'ils veulent qu'on se confie sur ces situations-là, ils ont tout intérêt à mettre en place une culture qui va favoriser ces discussions-là à l'intérieur de l'organisation. Donc, parlons un petit peu de concrètement, c'est quoi les mesures de conciliation qui existent? Là, moi, je vais vous parler des mesures gouvernementales, donc de la poutine administrative. Puis, par la suite, on va parler de choses qui sont un petit peu plus accessibles à tous les gestionnaires. Donc, déjà, sachez que partout au Québec, tout le monde a 2 jours de congés rémunérés pour la proche aidance. Si ils ne sont pas déjà inclus dans votre convention collective ou dans votre contrat de travail. C'est-à-dire que si vous avez 10 journées mobiles dans votre année, les 2 jours de proche aidance ne s'ajoutent pas. C'est 2 jours qui sont inclus là-dedans. Donc, c'est un minimum. Et ces 2 jours-là doivent être payés. Et vous avez aussi droit à 8 jours de congés non rémunérés pour proche aidance, ce qui est souvent quelque chose que les gens savent un peu moins. Vous pouvez également vous absenter sans salaire jusqu'à 16 semaines pour un adulte gravement malade ou blessé et 35 semaines pour un enfant.
pour avoir accès à l'absence sans salaire en fait, ben, effectivement, et au crédit d'impôt, parce qu'il existe des crédits d'impôt aussi pour les personnes proches aidantes, il faut avoir une attestation d'une personne agissant à titre de proche aidant de la part de la CNESST. Et vous avez ici une liste de toutes les personnes qui peuvent donner cette attestation. C'est souvent un enjeu pour les personnes proches aidantes qui veulent être reconnues pour avoir justement droit à des mesures gouvernementales. Puis souvent, en fait, les gens ne savent pas nécessairement que la liste est aussi exhaustive. Donc, n'importe qui a ce rôle-là peut signer l'attestation. L'attestation se trouve sur le site de la CNESST. Donc, j'ai souvent entendu des médecins, entre autres, qui refusent de la signer parce que des fois, justement, bien qu'on soit dans la loi, la personne, ils n'ont pas un lien assez significatif ou il n'y a pas de lien de sang, ils n'habitent pas ensemble ou quoi que ce soit. Ça peut valoir la peine d'aller se tourner vers des gens qui, sans vouloir dire quoi que ce soit du milieu médical, ont peut-être un petit peu plus de flexibilité et d'informations sur la prochaine offre. Donc, je vous donne ce petit truc-là. Puis du côté fédéral, donc on a la prestation pour les proches aidants de l'assurance emploi. Donc, encore là, pour une personne gravement malade ou blessée, on peut avoir jusqu'à 55 de la rémunération. Jusqu'à 15 semaines pour un adulte et jusqu'à 35 semaines pour un enfant. Dans cette situation précise-là, il faut, entre autres, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais vivre avec la personne. Donc, avoir la même adresse. Donc, c'est l'équivalent du chômage, finalement, mais dans un contexte de proche aidance. Donc, les deux peuvent s'accumuler l'un avec l'autre au besoin. Après ça, vous me direz, mais qu'est-ce qui se passe-t-il si ça dépasse 15 semaines dans l'année? Je dirais, je suis désolée, je ne suis que le messager. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos gestionnaires? Et là encore, j'ai envie de vous entendre, de vous lire, parce qu'on ne vous entend pas, malheureusement, mais de vous lire sur, avez-vous des idées? Qu'est-ce que vous voudriez proposer, vous, à vos gestionnaires, si vous écoutez, mettons? Parce que je sais bien qu'ils ne vous écoutent pas nécessairement tout le temps, mais ce serait quoi les solutions les plus intéressantes? Après, on va vous en présenter quelques-unes, mais On en a déjà, si vous avez des idées. personne dans le chat qui parle que l'UQAM reconnaît la prochaine Oui, Oui. politique que la parentalité. Elle offre certains accommodements pour faciliter la conciliation études et proches aidances. Donc, c'est super. Modifier nos horaires. oui. D'ailleurs, l'UQAM, c'est vrai, c'est tout récent, là, ça s'est passé pendant cet été. On est vraiment très heureux de ce changement-là, qui reconnaissent enfin la prochaine danse. Puis là, on espère très fort que les autres universités du Québec vont, en fait, les autres universités et cégep, là, j'en parlais ce matin avec les gens de l'Association des cégeps du Québec qui disaient qu'ils voulaient que ce soit partout. Donc, let's go. Modifier vos horaires, effectivement. Conférence sur la prochaine danse. Témoignages des personnes proches aidantes pour sensibiliser les gestionnaires et les collègues. Une genre de journée de team building positive sur la prochaine danse. C'est une excellente idée. Très bonne idée. Effectivement. C'est pas mal notre mission, à nous, les trois, là, mais à différents niveaux, mais c'est un peu notre objectif. Là, on le fait, vous êtes, je pense, principalement des personnes proches aidantes, mais on le fait aussi avec les gestionnaires, les équipes de travail, etc., d'aller donner l'information pour que parce que c'est vrai qu'en savoir plus, puis savoir ce que c'est pour vrai. Puis je vous donne un exemple. On est allé récemment que là, les filles, ça fait 1000 fois que je le compte, je peux vous dire ça suffit avec ton histoire, mais on est allé donner une présentation chez Hydro-Québec, puis en fait, la personne qui nous a invités pour faire la présentation, pendant qu'on la faisait, nous a nommé qu'il venait de réaliser qu'il était une personne précédente lui-même depuis des années, puis il ne savait pas. Mais c'est quand même lui qui est venu nous chercher, qui nous a demandé de faire une présentation à son équipe de travail, et qu'il y avait une bonne volonté, tant mieux, c'est merveilleux, mais ça donne une idée à quel point si cette personne-là ne savait pas ce que c'était, combien de gestionnaires ont juste aucune idée. Puis quand on dit proche aidance, premièrement, ils sont comme, c'est ça. Donc, c'est une excellente idée d'en faire en plus une journée de team building, ça serait vraiment le fun. Dites ça à vos employeurs, invitez-nous, on va y aller. C'est ça, c'est ce que j'allais demander, c'est si vous offrez de ce genre de trucs-là, puis sinon, c'est sur votre site web, il y a des témoignages ou des vidéos que les gens pourraient utiliser pour en parler. Oui, effectivement, oui, on va donner plein de petites ressources tantôt vers la fin, mais on peut, moi, chez Projection Québec, on est vraiment plus dans la sensibilisation, donc on peut aller faire des présentations un peu comme on fait ce soir, mais vraiment plus axé soit gestionnaire, ou soit le faire un peu sur le même ton pour les collègues aussi, parce que c'est intéressant.
Puis, ben, Maud, après ça, il y a toute la partie concilivie là, pour les gestionnaires qui sont comme impliqués. Je sais pas si tu veux en parler maintenant ou tu as mieux garder ça pour la fin. Ben, je peux en dire quelques mots. Je l'ai dit au début, nous, on accompagne les employeurs, donc les entreprises, les organismes, gratuitement. Hein, c'est une mesure de notre plan d'action en proche aidance. Donc, nous, on est là pour les accompagner, mettre en place une politique justement qui va reconnaître les réalités parentales, mais de proche aidance aussi, aider les employeurs à réfléchir aux mesures, mais on a tout le temps aussi un volet de sensibiliser les gestionnaires. Puis comme Amélie, j'ai plein d'histoires de débuter une présentation, commencer à parler de la proche aidance et la personne qui est avec moi dit, ah ben, j'en ai déjà vécu de la proche aidance. Puis ce que j'allais dire tantôt, c'est que c'est important aussi parce que quand, en tant que gestionnaire, on est capable de se dire, ah oui, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a fait ça ou moi, je l'ai déjà vécu, l'empathie vient plus facilement, puis on se sent comme tout dans le même bateau, là, finalement. Mais je pourrais vous en dire plus tantôt là, pour si vous voulez en parler à votre gestionnaire ou aux entreprises dans lesquelles vous travaillez. Là. Si je peux Vas-y, me Amélie. permettre, c'est facile de voir quand on a dans les membres de l'équipe qui sont parents, hein, on le sait rapidement quand même, mais s'il y a un partage qui se fait sur la prochaine danse, ben, peut-être qu'on se rendrait compte qu'il y en a aussi beaucoup dans l'équipe qui sont prochaines danses. Tellement. Oui, puis Laisser des documents d'information dans les endroits où on dit ça pourrait être aussi Bonne une... idée, effectivement, oui, c'est sûr. C'est ça dans les milieux de travail, d'informer les milieux de travail pour que tout le monde sache ce que c'est, effectivement. Oui, puis on a au début novembre, d'habitude, c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent sur les réseaux dans cette semaine-là. Puis ça pourrait être une belle opportunité pour les entreprises de saisir ce timing-là pour justement faire circuler de l'information aux employés et peut-être le mettre au niveau de la planification annuelle, là, de prévoir peut-être une petite conférence de sensibilisation autant une activité de team building, peut-être comme ça a été suggéré, c'est une très bonne idée pour cette semaine-là. Pareil comme quand on parle de l'autisme au mois d'avril, le bleu, le 2 avril, on sait que c'est la journée en tout cas mondiale de l'autisme. Ben, début novembre au Québec, disons-nous que c'est la Semaine nationale des personnes proches aidantes, puis saisissons cette occasion-là pour en parler mur à mur. C'est Mhm. clair. Puis effectivement, si c'était célébré au lieu de être comme une espèce de tort au niveau du milieu du travail, je pense que ça changerait complètement le regard de beaucoup de milieux. Ouais. On peut vous donner quelques petites idées qu'on a sorties. Donc, il y en a qui sont sortis un petit peu, mais je vous en lance quelques-uns. N'hésitez pas s'il y en a qui vous viennent pendant que je présente ça. Fait que permet d'organiser l'horaire de travail selon les besoins tout en respectant les tâches nécessaires à l'emploi. Je pense qu'on connaît tous l'idée, horaire flexible, pouvoir commencer quand on veut, faire nos heures quand on veut, comme on veut. Bon. C'est possible parfois, pas tout le temps. Parfois, on peut offrir une flexibilité dans la prise de pause ou de repas. Donc, peut-être que l'horaire est un petit peu moins flexible de telle heure à telle heure, mais on est capable de bouger pour qu'il soit capable de faire un appel en même temps pendant le lunch ou aller vite, porter quelque chose pendant la pause ou quelque chose. Une que moi j'aime bien comme idée, c'est de mettre en place une banque de congés partagés entre collègues. Idéalement, on a fait de la sensibilisation en amont à cette réalité-là, mais ça peut servir autant à notre collègue, c'est ça, qui vit une réalité de proche aidance qu'un autre collègue, par exemple, qui aurait un problème de santé lui-même ou qui aurait un dégât d'eau dans sa maison puis qui aurait soudainement besoin de prendre une journée. C'est vraiment, ça peut devenir très démocratique comme mise en place. Offrir des congés pour force majeure, donc dans des situations vraiment où il y a une hospitalisation ou une situation d'urgence, ça peut être très bien. Mettre en place un plan de contingence, donc on sait qu'est-ce qui va se passer, comment on va s'organiser en amont, au lieu d'arriver sur le fait puis d'être comme oups, si on n'a pas assez de gens, il se passe ce qui se passe. Travailler à distance lorsque c'est possible, on passe souvent de la maison, mais aussi des fois de l'hôpital ou bien du centre, de peu importe où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on a besoin d'aide. C'est sûr qu'on s'entend, c'est pas tout le temps l'idéal, mais dans des situations, ça peut permettre d'être là pour la personne aidée au moment nécessaire. Permettre l'accumulation des heures pour une utilisation ultérieure, ce qui n'est pas toujours possible dans tous les milieux de travail, donc de pouvoir faire ça, ça aide.
Reporter les congés non utilisés d'une année à l'autre, ça aussi, c'est pas toujours fait dans toutes les entreprises. Puis, permettre l'utilisation du téléphone ou l'aménagement d'une salle pour les appels personnels. Puis là, bon, ça, souvent, les gestionnaires sont très frileux parce que c'est comme, là, mais dans des conditions, des situations particulières, je pense que de donner accès, et on a tous un jour vécu, là, on attend un appel du médecin, on attend un appel de on est inquiet de ça, il est supposé se passer. C'est ça. Dans une situation de proche-aidance, des fois, on ne peut pas se permettre de mettre notre téléphone sur mute dans notre casier. Fait que c'est bien de laisser cet espace-là. Il en existe tu sais, des options de conciliation, autant qu'il existe de milieu de travail, autant qu'il existe de gestionnaire. Je pense que l'idée, c'est d'en parler avec votre gestionnaire. Je vais d'ailleurs vous présenter cette petite vidéo qui va vous donner 5 étapes pour en parler avec votre gestionnaire. Êtes-vous une personne proche aidante? Vos responsabilités ont des impacts sur votre travail et nécessitent des mesures de conciliation. Voici 5 étapes clés pour en discuter avec votre employeur. Ciblez vos 3 besoins principaux. Par exemple, adapter votre horaire, faire une journée en télétravail. Renseignez-vous sur les mesures existantes dans votre entreprise, notamment dans la convention collective ou dans la politique famille-travail. Préparez l'échange en obtenant une attestation de proche aidant ou aidante auprès d'un ou d'une professionnelle de la santé et prévoyez ce que vous voulez communiquer à votre employeur. Choisissez une période calme pour la rencontre afin que votre employeur soit réceptif et avisez-le du sujet pour qu'il puisse se préparer. Pour terminer, voici des conseils pour la rencontre. Soyez transparent. Si une information est confidentielle, dites-le. Adoptez une attitude solution, contrepartie, compromis. Gardez-vous le droit de réfléchir avant d'accepter officiellement une mesure de conciliation. Par exemple, évaluer son impact sur votre salaire. Entendez-vous avec votre employeur que les mesures choisies peuvent changer et préparez un plan de communication pour délimiter les informations partagées avec les collègues. Pour en savoir plus sur les prestations et autres mesures de conciliation, visitez Proche Aidance. Et voilà. Donc, j'ai envie d'ajouter à cette vidéo quelques petits éléments. En fait, déjà, je pense que c'est important. Souvent, l'affaire qui arrive avec la proche aidance, c'est que on va voir notre gestionnaire quand ça pète. Fait que, on se retrouve dans la situation où soit on se fait rencontrer parce qu'on est absent trop souvent, on est en retard trop souvent, on a une situation X, Y, Z qui fait que là, oups, si ça marche plus. Ou encore soi-même, on se rend compte que, là, ça marche pas en tout, je suis en retard dans mes dossiers, j'ai besoin de prendre des congés, j'y arrive. Puis c'est sûr que c'est normal, ce sentiment-là. Puis quand on se retrouve dans cette situation-là, on n'a pas le choix d'en parler à ce moment-là. Mais dans un monde idéal, quand on est capable, on essaye d'en parler en amont, donc avant que ça arrive. Puis, j'ai envie de répondre en même temps un peu à la question que tout à l'heure qui demandait, j'en ai déjà parlé, tout était beau, ça allait. Puis là, tout d'un coup, OK, business as usual, là, c'est revenu, puis c'est comme, ouais, let's go. Ça peut vraiment valoir la peine à la fin de cette rencontre-là avec votre gestionnaire de dire, hey, OK, on essaye ça pendant 3 mois, puis on se prend un rendez-vous dans 3 mois pour en reparler. Puis, parce que la situation de votre gestionnaire va changer, mais la vôtre aussi. La situation de votre personne aidée peut changer. Votre situation personnelle pour plein de raisons. Donc, de faire, que ce soit aux 3 mois ou 6 mois, une fois par année ou quoi que ce soit, mais de prendre un rendez-vous avec votre gestionnaire pour réaffirmer tout ça, puis en reparler, ça peut être une option. Encore là, je le nomme et je suis tout à fait consciente que c'est pas tous les gestionnaires qui sont ouverts à cette possibilité-là, mais ça peut être une piste de réflexion. Donc, elle me semble que c'est moi qui parle tout le long, hein, cette affaire-là. Je parle beaucoup, peux m'interrompre. Voilà, mais là, on arrive à, c'est beau, la conciliation, c'est bon, vous avez dit quoi faire au travail, comment, c'est quoi les options. Mais le plus essentiel là, de tout ça, c'est de revenir à la base, puis c'est de prendre soin de vous. Donc, comme personne proche aidante, si vous voulez être efficace au travail, mais aussi avec la personne aidée, aussi dans les autres sphères de votre vie, vous n'avez pas le choix. Votre priorité, c'est qu'il faut que ça soit vous. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, c'est quand même, il y a quand même des outils qui existent pour vous aider là-dedans. Chez Projet Aidance Québec, entre autres, on a développé une boîte à outils qu'on appelle la boîte à outils bien traitance. Donc, qui est avec plusieurs outils sur
sur toutes les sources de bientraitance et de maltraitance en proche aidance. Le premier outil que j'avais envie de vous partager, c'est un questionnaire d'auto-évaluation je vais le charger ici, vous allez le voir. Donc, qui, à travers différentes questions, va vous permettre de voir comment ça va en ce moment. Est-ce qu'il y a autour de vous des sources de bientraitance et de maltraitance? Est-ce que, donc, vous allez à la fin, après avoir répondu à toutes ces questions, donc, je me donne le droit à l'erreur, je justifie les comportements inadéquats de la personne aidée à mon égard en raison de son âge, de sa maladie ou de ses difficultés. Donc, on y va vraiment, tu sais. Puis à la fin de tout ça, on a un résultat qui nous dit, bon, donc, ça va, vous avez peut-être une source de maltraitance ici, là, vous pourriez peut-être aller chercher ces ressources-là. Donc, ça peut être un premier outil pour prendre la photo de ce qui se passe en ce moment. Ensuite, Le lien a été ajouté au clavardage. génial. Tous les liens sont dans les présentations, donc si vous pouvez cliquer, vous allez avoir accès. D'ailleurs, en parlant de sources de manifestation, je vous laisse regarder cette petite vidéo-là qui dit tout sans que j'aie besoin de le dire. La bientraitance des personnes proches aidantes est une responsabilité partagée. Qui est susceptible de commettre des actes de maltraitance à l'égard des personnes proches aidantes? Qu'elle soit intentionnelle ou non, la maltraitance peut provenir de 4 sources. De la personne aidée, quel que soit son âge, son lien affectif, familial ou social, ou son lieu de vie. De l'entourage, famille traditionnelle ou choisie, communauté, partenaires, amis, voisinage. Des institutions, réseau de la santé et des services sociaux, réseau communautaire. Ou de la personne proche aidante elle-même. Quelle que soit la source, voici les 7 manifestations de la maltraitance. Imposer le rôle à la personne proche aidante et la surresponsabiliser. Par exemple, tu dois t'en occuper, moi j'ai déjà une rencontre importante au bureau. Je suppose que vous êtes la personne proche aidante. Non, j'accompagne seulement mon ami à son rendez-vous. Porter des jugements sur les façons de faire de la personne proche aidante. Je n'en fais jamais assez. Je n'aurais pas fait ça. Normaliser le rôle de la maltraitance vécue par la personne proche aidante. C'est normal de prendre soin de son frère. Il est âgé et malade, c'est normal qu'il soit chialeux. Nier l'expertise ou la contribution sociale et familiale de la personne proche aidante. Vos méthodes ne sont pas adaptées. Il faudrait payer un service au privé. Ça ne prendra pas beaucoup de temps de t'en occuper. Nier les besoins de la personne proche aidante. Je suis épuisée, j'ai besoin de répit. Je ne veux pas qu'un inconnu s'occupe de moi. Utiliser la violence psychologique, physique ou sexuelle envers la personne proche aidante. Tu ne m'aides pas assez. C'est ta faute, si. Contribuer à l'appauvrissement de la personne proche aidante. Comment vais-je y arriver financièrement avec les transports à l'hôpital, le stationnement, les repas et mes absences au travail? Vous pensez subir de la maltraitance dans votre rôle de personne proche aidante? Accédez à plusieurs ressources et outils dans la vidéo suivante. Les personnes proches aidantes sont essentielles. Leur bien-être aussi. Consultez la boîte à outils en visitant la section bien. Vous allez avoir accès à la boîte à outils. Donc, je vous épargne le lien. Je voyais la face de Sophie pendant la vidéo qui faisait des oui avec sa tête puis qui fermait les yeux comme exactement, c'est ça. Ah, je trouve ça dur, cette portion-là, parce que tu sais, j'en vois tout le temps, j'en entends parler tout le temps, puis je trouve ça terrible, tu sais, puis en même temps, Joël qui dit waouh, c'est beaucoup plus subtil que je croyais. Effectivement, c'est insidieux, c'est des petits commentaires ici et là, puis parce qu'on veut aider, parce qu'on veut bien faire, on en prend tellement sur nos épaules, puis on courbe les chines, là, puis en même temps, on n'a pas la force des fois fait qu'on va revenir au fait que c'est important d'en parler, puis c'est donc important de faire connaître les ressources, puis de sensibiliser les gens à qu'est-ce que c'est, parce que clairement, moi, tu sais, je la connais la matière, puis à chaque fois, ça me surprend, à chaque fois, je suis comme, mon Dieu, il n'y a pas une journée que j'en entends pas parler. Ouais. Mais autant que j'ai vu cette vidéo-là comme 500 fois, je pense autant, à chaque fois, c'est surtout les petits commentaires qu'on dirait qu'on a tous déjà entendu quelque part. Tu sais, ça vient tellement chercher quelque chose de réaliste que cette espèce de culpabilité ajoutée à un rôle qui est déjà difficile, puis qui est déjà, tu sais, que ce soit par la personne prochaine elle-même qui se le met, là, ou par la personne aidée aussi, parce qu'on a tendance à le fait que la personne vit une maladie, une situation XY, c'est comme si ça pardonne tout, puis que, tu sais, il y a cette espèce de difficulté à nommer. C'est vraiment, ouais, je te file. C'est vraiment le même. Puis, je serais curieuse d'entendre les gens qui nous écoutent. Est-ce que
Vous vous êtes reconnu à quelque part dans des choses comme ça? Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà vécues pour vous-même ou autour de vous, des commentaires que vous avez déjà entendus autour de vous? Je serais curieuse de l'entendre. On laisse le temps de répondre. Ah, Ma mère qui ne maman. travaille plus, je vais le faire si vous voulez. Ma mère qui ne travaille plus s'occupe beaucoup de sa mère et sa sœur lui a dit, t'as juste ça à faire, tu travailles pas. Oh my God. Et voilà. Hein? Ouais, La précédence, ce n'est pas du travail. Hmm? ça, exactement. Non, non, puis ça devrait, ouais. C'est très classique, effectivement. Hmm. Dans les ressources donc qui existent, si vous avez envie d'aller plus loin dans ce questionnement-là, premièrement, vous allez voir, il y a une liste de vidéos, là, comme on ça le dit à la fin de la vidéo. Ça a mentionné qu'il y en a, donc il y en a, je pense, 5 en bientraitance. Il y a aussi une belle formation de sensibilisation à la bientraitance qui peut être faite en ligne. En fait, c'est une petite vidéo de 20 minutes puis qui peut être suivie suivie ou interprétée là, d'une conversation qui est à peu près de 30 minutes. Donc, ça se fait en petits groupes idéalement. Puis, il y a un cahier de soutien à l'apprentissage qui est disponible. J'essaie de trouver le lien sur notre site web. Celui-là, je ne le trouvais pas. Ma collègue est en vacances, celle qui s'en occupe, mais je vous le trouverai. Puis, je vais vous l'envoyer. C'est très intéressant, donc c'est ça, très accessible, autant pour les personnes proches aidantes que pour les intervenants et intervenantes aussi qui peuvent travailler auprès des personnes proches aidantes. Il existe également une formation qui, celle-là, est vraiment comme un autre niveau, là. Fait que là, si vous dites, OK, là, j'ai regardé les vidéos, j'ai fait tout ça, puis là, j'en veux plus. Ben là, vous pouvez aller faire cette formation qui a été accréditée par l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, puis qui est sur le site de l'Université de Montréal. Tous ces outils-là sont gratuits. Donc, pour celui de l'Université de Montréal, il faut se créer un compte, c'est un petit peu complexe. Mais c'est vraiment une formation autoportante que vous pouvez faire qui dure je sais pas une heure et quelques, je pense. Puis qu'il y a des mises en situation. Donc, c'est vraiment, on va interactif. Donc, vous avez des réponses à donner, etc. Puis, à la fin, vous avez même, je pense, une petite certification là, que vous l'avez faite. Donc, voilà, ça fait partie, c'est le genre d'outils qui peut vraiment aller vous donner plein de petites pistes de réflexion. Parce que, veux pas, la bientraitance est différente pour chaque personne aussi. Ce qui fait du bien à une personne n'est pas nécessairement ce qui fait à l'autre. Mais je pense que de réaliser, d'être à l'affût de ce qui peut être la maltraitance envers soi ou qu'on reçoit de soi-même ou des autres, ça peut être quand même essentiel à avoir. Hmm. Donc, voilà. On arrive à la petite partie ressources. Voulez-vous donner les ressources? Vous parler de la pluie, Sophie? Quelqu'un Ben oui, d'autre? absolument, parce que moi, je suis vraiment. Je le dis, là, c'est comme, faut aller chercher de l'aide, puis il n'y a pas une journée que je ne parle pas à des gens quand j'explique un peu c'est quoi la prochaine danse, puis pratiquement tous les jours, il y a quelqu'un que je vois le regard changer devant moi, puis de faire, c'est ça. Puis là, qu'est-ce que je fais? Euh, puis les gens sont tellement habitués d'aller chercher de l'aide pour la personne aidée qu'ils ne pensent pas à lever la main et dire, moi aussi, j'ai besoin d'aide au secours. Puis des fois, c'est juste avoir envie de ventiler parce que le presto est rendu là, puis il n'y a personne, il n'y a pas d'écoute bienveillante autour de nous. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'abord et avant tout de l'appui. C'est un organisme qui est provincial. Donc, c'est un peu l'organisme central au Québec qui contient non seulement une ligne d'écoute 7 jours par semaine, il y a un chat disponible en tout temps sur le site. Fait que s'il y en a qui ont pas le goût de parler au téléphone ou qui ont besoin d'avoir des informations rapidement, il y a toujours le clavardage qui est disponible. Et sur le site de l'appui, il y a 1 million de ressources, dont un répertoire selon la région d'où est-ce que vous venez. Vous allez sur le site, puis vous tapez votre code postal ou vous rentrez votre adresse, puis l'appui va sortir toutes les ressources qui existent dans votre région. Pas juste pour votre aidé, mais pour vous aussi. Si jamais vous avez un trop-plein, ça arrive, il y a des soirs où, comme moi, je dis, la chaîne débarque, là, puis je veux dire, t'as besoin de parler à quelqu'un, là. Fait que j'encourage les gens à appeler et d'en parler de cet organisme-là. Puis même aux employeurs qui, des fois, ne savent pas par quel bout prendre, des fois, eux sont démunis
parce qu'il y en a des employeurs qui portent le double chapeau d'être proche aidant aussi et ils ne pensent pas d'aller chercher de l'aide pour eux-mêmes. Puis donc, c'est pour ça que je vous parle de l'appui parce que c'est vraiment une ressource extraordinaire pour tout le Québec, en fait. On parle tellement plus de passion. J'adore. Ben, je vais vous parler des mes outils, parce que, tu sais. Donc, conciliation, chez Prochedance Québec, on a 2 sites Internet, aussi étrange cela soit-il. Donc, on a prochedancetravail.ca qui est vraiment sur la conciliation Prochedance Travail uniquement. Donc, vous allez voir, entre autres, les vidéos qu'on a vues en conciliation plus tôt, mais il y en a d'autres aussi pour les gestionnaires et pour les personnes prochedantes en emploi. Puis plusieurs des ressources que j'ai nommées aujourd'hui sont sur ce site-là. Puis vous pouvez aussi aller voir notre site Prochedance Québec pour aller plus largement. Donc, on a plein de projets. Il y a entre autres notre projet Bien-traitance. En ce moment, on s'intéresse beaucoup à la jeune aidance aussi. Donc, c'est des réalités. On y va beaucoup par projet. Là, on est un regroupement communautaire. Donc, c'est beaucoup selon les sources de financement et influences autres. Mais vous pouvez voir toutes nos informations, tous nos organismes membres aussi. Puis n'hésitez pas à nous communiquer, là, nous, si jamais vous avez justement des gestionnaires qui ont des besoins de sensibilisation, besoin de matériel aussi, dépliant, etc., ça peut se commander. Donc, vous pouvez nous faire signe. Voilà. Oui, ben moi, je voulais vous parler de ma ressource. J'en ai déjà glissé un mot tantôt, mais tout ce qu'on a parlé tantôt, c'est hyper important, s'adresser à son employeur, tu sais, préparer notre échange avec lui, certes, mais si on a envie aussi, on peut proposer à notre employeur d'avoir une approche plus collective de la proche aidance, de la conciliation proche aidance-travail. Donc, ce que je vous disais tantôt, c'est que nous, on est subventionnés pour accompagner des entreprises jusqu'en 2026. Là, il y a une cohorte qui va débuter cet automne. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aider les employeurs à sonder les besoins des employés. On va les sensibiliser aussi à ce qu'est la proche aidance, donc à ouvrir le dialogue, puis à mettre en place une politique de conciliation famille-travail qui va être inclusive de la proche aidance. Parce qu'on a vu tantôt, il y a plein de belles mesures qu'on peut mettre en place. C'est correct de faire du cas par cas. Des fois, on a des situations spéciales qui demandent qu'on ait des solutions plus spécifiques. Mais quand on met des choses en place qui sont disponibles pour tous, qui sont disponibles pour les proches aidants et qu'on communique de cette façon-là, ça peut faire en sorte qu'on se sente plus légitime d'utiliser ces moyens-là. Ça peut aussi faire en sorte que ben, peut-être qu'on n'est pas en situation de proche aidance, mais ça peut nous rassurer en nous disant, ben, si j'ai à l'être, peut-être qu'on voit nos parents vieillir ou peut-être qu'on voit un besoin qui va peut-être se pointer à un moment donné, ben, ça peut être rassurant de savoir que notre employeur il est engagé, qui est ouvert, qu'il n'y aura pas de répercussions. Donc, ça n'enlève pas de la place au soutien plus informel, mais de formaliser ce soutien-là, ça peut être très utile aussi, même pour les gestionnaires, pour avoir davantage des lignes directrices. Donc, si le cœur vous en dit, ben, vous pouvez proposer notre projet à votre employeur, puis on pourra le rencontrer gratuitement pour mieux lui expliquer. Puis bien, qu'est-ce qui est bien avec ça pour les employeurs, c'est que ceux qui décident de s'engager dans une démarche comme celle-là obtiennent un sceau de reconnaissance pour se démarquer auprès des chercheurs d'emploi, mais aussi pour témoigner là, de leur engagement qu'ils ont envers la conciliation famille-travail et la proche aidance. Donc, vous avez le lien pour aller sur le site web et le partager à votre employeur. Si jamais vous entendez votre employeur dire, ben là, on n'est pas qu'à s'engager, ben, ça peut être une belle façon de avoir une belle image corporative. Pour ceux qui ne savaient pas du cœur, ça peut venir du portefeuille. Tu sais, moi j'essaie, je me dis, quand on n'est pas capable de les convaincre avec des belles valeurs, là, tu vas avoir l'air vraiment cool avec ton seau. Puis les gens, les nouveaux employés, ils ont besoin d'avoir une reconnaissance. Ils veulent une entreprise engagée. Fait que mais dans un monde idéal, même en fait, ça commencerait avec le saut conciligie, puis on n'aurait même pas besoin d'aller faire la partie sensibilisation avant. En termes de recrutement et de rétention d'employés aussi.
dans les deux. Effectivement. C'est positif pour la marque employeur. C'est un langage qu'on entend souvent dans les entreprises. Puis aussi, j'ai même envie de dire, si votre employeur fait déjà des belles choses, dites-lui de venir quand même parce que ce projet-là, ça sert aussi à en inspirer d'autres. On a, par exemple, une Promutuelle Horizon Ouest qui vient de terminer, tu sais, la démarche. Ça faisait déjà des belles choses, ont ajouté des éléments positifs. Puis après ça, ben, ils peuvent se servir de ce qu'ils ont fait pour pouvoir en inspirer d'autres. Donc, ça peut être aussi ça la mission. Puis avoir un saut qui atteste de tout ça, ça fait plaisir aussi. Là. Mm. Tout à fait. Euh, qu'est-ce qui est arrivé? Ah, je suis rendue sur le titre parce que j'ai cliqué. Je me suis excitée. OK. Ici, oups, on a le répertoire des organismes spécialisés en employabilité. Sophie. Oui, ben écoutez, moi, comme je vous l'ai dit au début, je travaille pour un organisme en employabilité sur le territoire des Laurentides, mais chaque région administrative du Québec a ses organismes spécialisés en employabilité. Et ben là, d'une part, je m'adresse aux personnes qui seraient, mettons, sans emploi ou en recherche d'emploi. Les services d'accompagnement à la recherche d'emploi sont gratuits. Donc, il faut se présenter, il faut aller voir avec Service Québec, on parle de notre situation et vous allez être référé à un service, un organisme en employabilité. Puis, vous avez droit à des services gratuits comme rédaction de CV, puis toutes sortes de formations qui peuvent faciliter votre recherche d'emploi, l'informatique. Des compétences essentielles, en tout cas, bref, un paquet de services. Fait que j'encouragerais les personnes, si jamais vous en connaissez, qui sont sans emploi, de les référer parce que beaucoup de ces services-là d'accompagnement ne sont pas connus. Et moi, je regarde chez nous, une des raisons pourquoi mes employeurs ont décidé de partir un projet de sensibilisation, c'est parce que nous, notre clientèle, c'est les personnes entre 45 et 65 ans. C'est notre plus grosse tranche de clientèle. Et on se rend compte aussi qu'il y en a beaucoup dans cette catégorie d'âge-là qui sont proches aidants. Et là, on se rend compte qu'au niveau du CV, il y a comme, autant pour les conseillers en emploi que pour les personnes proches aidantes, que pour les employeurs, il y a comme quelque chose quelque chose à repenser au niveau du CV dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes proches aidantes qui ne savent pas comment gérer l'espèce de trou dans le CV ou ne voient pas, comme Amélie l'a mentionné plus tôt, il y a beaucoup de compétences qui sont développées en proche aidance qui sont applicables en emploi, mais des fois, nous, on ne le voit pas comme personne proche aidante, puis ça nous prend un œil extérieur. Et du côté des employeurs, ben, il faut travailler un peu quand on reçoit un CV et que c'est nommé que la personne a été proche aidante, de ne pas mettre systématiquement le CV en dessous de la pile, mais d'aller ouvrir un peu les esprits et de voir c'est quoi les atouts. Il y a quelqu'un qui l'a mentionné, c'est vrai que des personnes proches aidantes, ça peut être un atout dans une entreprise. Puis, il est grand temps qu'on mette en valeur toutes les compétences et le don de soi que ces personnes font au quotidien. Donc, d'une part, je parle des services en accompagnement. Il y a un autre service aussi qui a été lancé par le gouvernement provincial qui n'est pas très connu, mais c'est pour des personnes qui seraient en emploi et qui auraient peur ou qui auraient peur d'être à risque de perdre leur emploi par leur situation de proche aidance. Ben, ils appellent ça le programme Maintien en emploi. Et dans le fond, il y a certains organismes qui sont accrédités pour ça, donc à voir dans votre région, mais dans le fond, ce que ce programme-là fait, c'est que si vous allez voir quelqu'un de chez Service Québec, ou il y a des gens qui ont des subventions salariales, des fois à l'emploi, fait que si vous connaissez des gens qui ont eu besoin d'une subvention salariale pour être à l'emploi, souvent il y a un agent qui est relié à ça. Et on peut accompagner la personne et sensibiliser l'employeur au fait avant de mettre cette personne-là à la porte, on va essayer d'aider la personne à évaluer c'est quoi sa situation, puis comment on peut l'aider à maintenir son emploi, puis du même coup, regarder avec l'employeur quelles sortes d'accommodements qui peuvent être possibles dans un contexte de proche aidance. Il n'y a pas juste la proche aidance, mais comme on en parle ici ce soir, puis c'est pas très connu, je me suis dit que je ferais la promotion de ce service parce que, dans le fond, l'idée, c'est de maintenir le plus de personnes en emploi possible. Donc, voilà, c'était ma petite portion employabilité.
Génial. Moi, je voulais vous glisser un petit mot sur la ligne Père de famille. Les conférencières ont nommé plein de belles ressources pour la prochaine danse. Je voulais aussi vous parler de la ligne Père de famille. Donc, nous, on l'appelle la ligne PAF. C'est pour les membres de l'entourage d'une personne qui vit avec un trouble de santé mentale. Donc, on a beaucoup de ressources en lien avec la prochaine danse en général. Ici, on est vraiment dans des proches aidants qui ont été formés pour offrir du soutien à leur père, PAIR, là, donc, PAIRS. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont formées et outillées pour répondre aux membres de aux membres de l'entourage, en fait, aux proches aidants. Euh, donc, c'est une ligne qui est gérée en partenariat avec Arborescence, mais aussi la Société québécoise de la schizophrénie et puis d'autres ressources ailleurs au Québec. Donc, vous pouvez aussi appeler là si vous voulez peut-être partager du contenu votre vécu qui parle plus de trouble de santé mentale versus l'appui qui est peut-être plus généralisé. Je sais pas. Mais bref, voilà. Donc, je voulais vous en parler aussi. Oui, effectivement, l'appui, c'est tout proche aidant. Fait que c'est bien d'avoir peut-être une ligne. Des fois, c'est comme un niveau La réalité n'est pas pareille si on est parent ou Exact. si on est enfant d'une personne qu'on aide. Puis là, ben, c'est... Voilà. Donc voilà, pour nous, c'est ici que s'arrête notre jasage, mais nous prenons vos questions avec grand plaisir et j'arrête ce partage d'écran. Merci. On a deux commentaires qui sont rentrés dans les dernières minutes. Une personne qui disait lâche pas, tu m'as encouragé. Donc, merci. Merci de nous partager votre impression. Puis, ça fait du bien de savoir qu'on aide, qu'on encourage les gens qui nous écoutent. On a ici quelqu'un qui dit je suis proche aidant et aussi intervenant dans un organisme en soutien à l'entourage atteint d'un trouble de santé mentale. Merci beaucoup pour les ressources qui vont m'aider moi-même et dans mon travail. Donc, vous avez pour Yay! chapeau, yeah. Donc, vous pouvez vous poser vos questions dans le clavardage, mais vous pouvez aussi les mettre dans le Q&A, donc de manière anonyme. Je pourrais lire vos questions et les conférencières pourraient y répondre. Moi, je pourrais dire, j'aime beaucoup vos vidéos. Je trouve qu'ils sont tellement beaux, puis plein Oh, beau. d'informations. Donc, c'est super. Puis Conseil Lévis, ça fait plusieurs années que je les suis en termes de proche aidance de parents qui vivent donc plus la conciliation travail-famille, mais c'est génial de voir tu sais, qu'il y a de l'information, qu'il y a des données qui sont collectées sur la proche aidance aussi, comme ça. On est ici. Merci pour la présentation et pour les ressources que vous avez mis en lumière. Une autre personne, gros merci. Belle présentation dans son ensemble, vraiment intéressant. J'en ressors grandement grandi et outillé du travail. Mais mon Dieu, vous êtes donc bien généreuse, généreux. C'est comme Tant mieux. merci. En Puis, effet, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de questions, c'est aussi parce que c'était tellement complet. Écoute, merveilleux. Voilà. Ben oui, je Ben, trouve si jamais il y a quoi que ce soit qui vous vient par la suite, là, tu sais, Internet pourra nous les transmettre, il n'y a pas de problème, on pourra répondre. oui, absolument. Mais ouais. je suis heureuse d'avoir entendu vos points de vue différents puis qui se complétaient aussi parce que je pense que vous avez chacune votre expertise qui vous amène un point de vue différent. Puis je pense que ça a vraiment nourri nos participants et j'espère qu'on va pouvoir voir la même que les gens qui vont y assister en différé vont aussi profiter et bénéficier de ça. Oui, puis moi, je veux vraiment que les gens retiennent, au-delà de toutes les ressources, là, de prendre soin d'eux, de ne pas se gêner pour aller chercher de l'aide. Je ne le dirai jamais assez. Puis moi, comme proche aidante, j'ai vécu à peu près toutes les situations là, en termes de perte d'emploi. Tu sais, j'avais un super bon emploi. Quand ma fille est arrivée, ça ne se pouvait pas. La proche aidante, ça n'existait même pas. On parlait des aidants naturels, puis c'était pour des aînés qui avaient l'Alzheimer en phase terminale. Fait que Puis quand j'étais pas proche aidante, moi j'étais sa mère. Fait que tu peux pas être proche aidante, t'es sa mère. Puis tu sais, il n'y avait pas de télétravail, il n'y avait pas d'ouverture, on n'en parlait pas. Fait que quitter un travail que j'aimais, la perte de sens de la carrière, le recul des compétences, les troubles, tu sais, les dépressions, burn-out, deux burn-out back-à-back pratiquement, retrait du marché du travail pendant 6 ans.
à faire du bénévolat, à essayer de me garder active pour soutenir la cause de ma fille, mais des deuils, la perte de sens, de dire c'est pas ça que je voulais, c'est pas la vie que je voulais. Puis là, il faut redonner un sens à tout ça, puis se dire que la prochaine aidance, ce n'est pas permanent. C'est une situation qui évolue dans le temps, puis faut prendre soin de soi à travers ça. Et, tu sais, je Pas sais la pas, prochaine danse. Est-ce que des fois la prochaine danse, elle a une forme, dans le sens où la prochaine danse va peut-être se maintenir dans le temps, mais elle peut prendre des formes différentes selon l'évolution de la- exact. Puis je me rappelle, moi, ma fille est rendue à 24 ans, mais quand elle est devenue adulte, à 18 ans, et que j'ai reçu le même jour, ma fille, elle est non-verbale, elle est non autonome, elle a une déficience intellectuelle sévère. Et là, à ses 18 ans, quand j'ai reçu la lettre du directeur des élections pour me dire bravo, Béatrice, tu as maintenant l'âge de voter. J'étais tellement enragée, là, ça se pouvait pas parce que d'une part, on me demandait de justifier pour la 42e mille fois comment ça que cet enfant-là était handicapé permanente parce que peut-être quelqu'un, à quelque part, allait me convaincre qu'elle pouvait guérir de sa situation, mais pas capable de tenir un crayon, mais capable de voter. Enfin bref, le système m'enrageait au plus haut point. Puis je me voyais prisonnière de ma situation pour le reste de ma vie avec pas de possibilité d'évolution et d'enrichissement et de vie de couple et de vie de famille, parce que j'ai aussi une autre fille plus jeune. Puis, ben, à un moment donné, on a fait le choix de placer Béatrice, mais on a trouvé vraiment un très beau milieu, une belle famille d'accueil tout près de chez moi, puis tout ça. Puis là, j'ai compris que je suis encore proche aidante de ma fille. J'habite dans la Naudière. Je la côtoie, elle vient à la maison régulièrement. Mais je vais prendre un peu d'air. Et là, c'est pour ça que je me suis engagée aussi activement envers la prochaine aidance, parce que là, j'ai pu prendre le recul. Et là, je me sens capable d'aller en parler et de sensibiliser les gens. Et partout où je vais, je leur dis, allez chercher les ressources. Tantôt, on a parlé des façons d'aller en parler avec l'employeur. Moi, dans mon cas, quand j'ai entendu parler de l'attestation de proche aidance, CNESST, j'avais aucune idée. Mon médecin qui suit mon enfant depuis 20 ans n'a même pas idée que ça existe. Fait que quand j'en ai parlé, elle dit, mais mon Dieu, le trois quarts de mes clients sont proches aidants, puis je ne savais même pas que ça existe. Fait qu'elle, elle s'est dépêchée d'imprimer des feuilles puis d'en parler parce qu'elle dit, moi, si je peux aider, au moins, ça peut avoir une reconnaissance. Puis c'est un bel outil de sensibilisation à l'employeur parce que comme tu deviens protégé du travail, ben, tout d'un coup, l'employeur, si jamais il y a si jamais il y a des répercussions négatives à votre emploi, des menaces ou de la discrimination ou tout ça, ben, l'employeur, en sachant c'est quoi l'attestation, sait maintenant que si jamais il y a quoi que ce soit, il pourrait avoir des répercussions à de la discrimination. Donc, ça permet d'ouvrir un dialogue, ça permet de sensibiliser les gens, ça permet d'aider d'autres proches aidants qui ne savent pas. On sensibilise les intervenants du milieu de la santé aussi. Fait que même nous, en tant que proches aidants, on a un rôle très actif à jouer. Tu sais, oui, des fois, on trouve qu'on en fait beaucoup et on aimerait ça se faire aider plus, mais si tout le monde fait son petit bout de chemin là-dedans, puis toujours en gardant une attitude gagnant-gagnant, parce qu'on ne veut pas, d'une part, dire, ben moi, je suis proche aidant, toutes mes dus, aidez-moi. Non, on a une responsabilité de regarder, d'évaluer nos besoins, d'aller chercher de l'aide. Nous, on accompagne beaucoup de chercheurs d'emploi, des fois, qui débarquent dans nos bureaux, puis ils ont besoin de travailler, mais ils ne sentent pas qu'ils peuvent parce qu'ils prennent soin de quelqu'un. Mais ils savent pas combien d'heures ils ont besoin, ils savent pas qu'il y a des ressources qui pourraient les aider, tant au niveau légal, ça c'est une affaire qu'on pense pas aussi, mais quand on a des personnes qui sont plus autonomes, il faut penser à l'aspect légal aussi, fait que ça... Et puis, il y a un organisme dans les Laurentides qui s'appelle l'Entraidant, qui offre du soutien psychosocial, des groupes de co-développement, des groupes de soutien. Je pense qu'il y en a dans toutes les régions des groupes, des organismes comme ça. Il faudrait voir avec l'appui, probablement que c'est listé. Mais nous, on encourage beaucoup les gens à aller chercher des ressources communautaires parce que nous, en tant qu'intervenants, quand on s'allie avec d'autres services, exemple le soutien psychosocial et l'emploi, on est beaucoup mieux équipé pour accompagner une personne proche aidante en emploi, puis on est beaucoup mieux équipé pour aller parler aux employeurs. Ça enlève une pression sur la personne proche aidante aussi, des fois, de faire rentrer par quelqu'un d'autre. C'est moins menaçant, la sensibilisation, ça rend mieux. Puis, tu sais, on ne l'a pas mentionné, Amélie ou Maude, mais on est tous d'accord pour la fameuse phrase qui dit il existe 4 sortes de personnes dans la vie.
les personnes qui ont été proches aidantes, les personnes qui sont proches aidantes, les personnes qui vont devenir proches aidantes ou les personnes qui vont avoir besoin d'une proche aidante. Fait que, faut pas penser qu'on va s'en sauver, là. Ça va toutes nous toucher, qu'on soit employeur, employé, frère, sœur, cousin, voisin, tout le monde. Puis avec la population qui vieillit, puis la pénurie de main-d'œuvre, c'est sûr que là, on parlait d'une personne sur trois et proche aidante, je serais pas étonnée qu'on soit rendu à un sur deux, là. Bientôt, ça va être la moitié de la population qui va l'être. Là, on reconnaît les jeunes. Fait que quand quelqu'un dit ah non, moi ça me touche pas ou tu sais, puis ben je vous le dis là, il n'y a pas personne qui va y échapper. Puis quand je le dis en conférence ou quand j'en parle, souvent les gens font comme ah ben j'avais pas vu ça de même, mais c'est tellement vrai. C'est une question de temps avant qu'on ait des parents malades, qu'on ait un frère ou une sœur. Fait que arrêtons de faire comme si ça n'existait pas, puis travaillons ensemble. On est tous concernés. C'est Exact. ça qui affecte tout le monde, dans le fond, mais on n'en a pas toujours conscience, mais c'est ça. Ça rentre dedans, hein? Ce que tu dis, Sophie. Non, mais c'est avec plein d'amour, je dis ça, là, parce que je veux dire, moi, puis c'est ça, c'est même plus une job. Pour moi, c'est une mission de vie, là. Tu sais, je veux dire, si tout ce qu'on vit, il faut que ça serve à quelque chose. Si on peut laisser le monde un petit peu meilleur que dans l'état dans lequel on l'a trouvé, ben, tout ce qu'on vit collectivement comme proche aidant, ça va avoir servi à quelque chose. Fait que moi, je laisse mes coordonnées aussi. Je suis peut-être pas de la région, mais quand même, on a des ressources disponibles, on a des trucs. Fait que s'il y en a qui ont des questions, quoi que ce soit, par rapport à l'employabilité, là, ça va me faire grand plaisir de répondre. C'est très apprécié. Puis dans les commentaires, on a des gens ça a beaucoup marqué aussi de ta phrase de dire que j'imagine que c'est la phrase sur le fait qu'on allait tous un jour être impliqués dans la prochaine danse. Moi aussi, une dame petite assurance, je la connais. Merci pour ton aide. Euh, merci pour votre témoignage, Sophie. On a aussi des gens qui demandaient des ressources pour l'anaudière, pour les prochains aidants. J'imagine qu'on pourrait les référer à l'appui. Où est-ce qu'il y a des... Oui, oui, dans la Nodière, Ouais. avec le code Comme déjà, vous postal. parlez du RANDA, dépendamment de que je connais bien, là, qui est le regroupement des aidants naturels de Vernier, je sais plus. Mais je sais que c'est dans la Naudière. Il y a le CAB de la Matawini aussi qui offre le Centre d'action bénévole de la Matawini qui offre des services en proche aidance. Dans ceux qui me viennent vite comme ça, mais je sais qu'il y en a d'autres. J'ai mis le lien vers vous allez voir les organismes de soutien, donc ceux qui sont membres de Proche Aidance Québec, mais vous pouvez aussi aller voir sur la page de l'appui parce qu'il y en a qui, pour X raisons, sont pas membres chez nous, mais peuvent peut-être être là pour vous. Fait que, n'hésitez pas. Merci. Allez-y. Puis d'ailleurs, merci Sophie. C'est ça, elle est merveilleuse cette humaine. C'est pour ça que, tu sais, on l'invite partout. Mais non, mais c'est vrai, là, quand même, c'est fascinant. Moi, quelle chance de travailler avec toi. C'est ça que je vais te dire. Merci. Puis je pense que c'est important on a souvent vraiment l'impression que les organismes communautaires, c'est pour les autres, hein, mais c'est pas pour les autres. C'est pour tout le monde. Puis dans le sens que souvent les services sont gratuits, ils sont là pour nous. Puis comme je l'ai dit tantôt avec la préparation, avec le gestionnaire, encore là, je sais que souvent on a tendance à aller cogner quand ça va pas puis qu'on est au fond du baril. Mais si vous êtes capable d'y aller avant, là, puis d'aller chercher vos ressources avant, quand vous allez vous retrouver là, en train de débouler, mais vous allez peut-être être capable de pogner des affaires en chemin, tu sais, puis de débouler un petit peu moins bas. Fait que ça peut. C'est là pour ça. Les organismes sont là pour ça. S'ils aiment ça, ils sont contents de vous voir, ils sont contents que vous soyez là, ils sont contents que vous participiez aux activités. C'est là, le système de santé et de services sociaux est peut-être défaillant au Québec, mais au moins on a un bon réseau communautaire. Profitez-en, Oui. allez-y. Oui. Ouais. Effectivement, Jaël parle du 2 à 1, qui est une bonne ressource pour aller chercher tous les autres besoins communautaires. C'est vrai, que ce soit de l'aide alimentaire jusqu'à justement des groupes de soutien, là, il y a vraiment pour tous les besoins. Bon, bonne ressource. On a quelqu'un qui demandait si c'était possible d'avoir vos adresses courriel professionnelles dans le retour de... J'imagine, est-ce que c'est déjà dans votre présentation ou est-ce que vous pourriez l'ajouter au besoin? Oui, je peux l'ajouter. Je peux mettre mon courriel, il n'y a pas de problème. Pour voir si cette personne-là aimerait vous faire connaître davantage en Abitibi, si c'est pas déjà le cas. Merci. Plus de conciliation partout. Partout. Partout au Québec.
Ça peut être une occasion de faire ça aussi ce soir. C'est une très bonne nouvelle. On a quelqu'un dans le question-réponse. Merci pour les ressources et les conseils en espérant que la transition entre la fin des études et le début d'une carrière se passe dans l'ouverture. Puis, On vous le souhaite. et Vraiment. quelqu'un qui aimerait prendre la parole, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose avant qu'on laisse la parole à cette personne-là? Non? Non, pas du tout. Oui, si Non, j'ai une question, excusez-moi, d'habitude on prend les mains levées à la toute fin. Je vais juste vérifier si vous pourriez donner l'information. Pouvez-vous repréciser au niveau de la banque de congés partagés entre collègues? Merci. Ah ben, en fait, c'est une idée c'est un concept, donc voyons, le mot commence à me manquer à 7 ans. mais je peux peut-être y aller si Ouais, ton vas-y. Vas-y. fait défaut. En fait, c'est une mesure qu'un employeur pourrait mettre en place pour justement amener une certaine solidarité entre les employés. Donc, par exemple, des heures de congé qui seraient en banque. Puis si on a une situation X, on a épuisé nos autres congés qu'on avait ou celles de la loi, ben, on peut aller piger dedans. Puis comme ça, ben, on est tout le monde solidaire. Ça peut être une suggestion, mais vu qu'on est dans le sujet des congés, je me permettrais juste un dernier commentaire aussi, ce qui peut être intéressant. Tu sais, on est habitué, on le voit de moins en moins, mais on est habitué congé de maladie, congé pour telle affaire, congé pour telle chose. Des fois, c'est bien parce que, bon, ça amène une reconnaissance de notre réalité, du genre, on peut être malade dans la vie, mais il y a beaucoup d'employeurs qui vont vers des banques de congés qui sont plus inclusifs. Donc, il y a plus de réalités qui sont reconnues dedans. Puis des fois, ben, ça nous permet de pas toujours aller devoir dévoiler notre situation, pouvoir en profiter de cette façon-là. Et c'est aussi quelque chose qui peut aider pour l'équité, de sentir que tout le monde est reconnu là, dans ce qu'il vit, même si c'est pas de la proche aidance. Donc, je me permettais ça juste parce qu'on était dans le sujet. Il y a des organismes qui offrent des congés santé mentale aussi, là. C'est pour le bien. Oui, Le Ah, bien. c'est cool, ça. Oui. En fait, c'est l'idée, même au début, quand j'en ai parlé parce que je disais, chez Proche Québec, on a une chance inouïe d'avoir beaucoup, beaucoup de congés. Puis, ben, moi, je trouve qu'on en a trop, mais je dirais pas ça, là, dans la vie, mais dans le sens que j'en ai trop pour ce que j'ai besoin de prendre. J'aime mon travail, j'ai pas assez. Si j'ai besoin de prendre une journée off, j'en ai une. Donc, l'idée de la banque de congés partagés, je trouvais ça chouette parce que moi, je me disais, si j'avais une collègue qui était personne proche aidante puis qui avait besoin d'une de mes journées, qui, à la fin de l'année, va juste disparaître de toute façon, ben, je serais très heureuse qu'elle apprenne parce que moi, de toute façon, je prends ce que j'ai de besoin comme j'ai de besoin. Puis effectivement, on n'a pas non plus de. Tu sais, c'est des journées mobiles. Donc là, tu peux comme les mettre. Ça permet cette flexibilité-là qui est vraiment le fun. Pouvez-vous nous rappeler combien de journées on a droit selon la loi? C'est deux? 2 rémunérés, 8 non rémunérés. Ça, c'est la Hey, loi. ça, c'est la loi, mais ça implique toutes les journées de congé. Fait que c'est 2 journées pour maladie. Ça, pour la famille aussi, là. oui, c'est comme un genre de faux. C'est comme une fausse mesure, ça, on dirait. Ça m'énerve. À chaque fois que je le nomme, je suis comme. C'est pas dédié aux personnes proches aidantes. C'est qu'on a ajouté cette réalité-là, mais par exemple, pour les obligations familiales, ça en fait partie aussi. Donc, juste faire attention si vous l'avez utilisé pour d'autres obligations ou comme Amélie disait, des fois, ça peut être imbriqué déjà dans votre banque, là. Puis souvent, de ce que je vois, les employeurs sont pas très clairs dans la façon dont ils intègrent la loi. Donc, poser des questions, puis peut-être vont se rendre compte qu'ils ont besoin un peu de clarifier les choses que, que tout le monde puisse bien en profiter. Parfait. Bon, ben, écoutez, je vous remercie infiniment pour la belle présentation d'aujourd'hui. J'en ai appris plein de choses. J'espère que ça a outillé les personnes qui ont été présentes ce soir et celles qui vont l'écouter en différé. Donc, de savoir, déjà de savoir que notre réalité est partagée, ça fait du bien à entendre, puis ça donne de la force pour affronter ce qui est devant nous. Sophie, merci d'avoir mis ton courriel. On pourra aussi l'ajouter dans le clavardage, on pourra aussi l'ajouter dans la présentation qui sera envoyée aux personnes. Ouais. Voilà, et Maude aussi. Merci Maude. Amélie, Va le faire, OK. on va te laisser le temps de le faire pour que les gens le copient. Voilà, c'est Merci. fait. Donc, Sophie n'a pas son nom dedans. Donc, merci à toutes les personnes présentes. Ah, on a une dame qui voudrait prendre la parole quelques minutes. Juste vous aviser, on prend 3 ou 4 minutes maximum. Après, on va laisser les gens partir. Donc, je vous donne la parole, madame. Attendez.
Je vais vous demander d'ouvrir votre micro. Est-ce que vous y arrivez? Non, on dirait qu'on n'y arrive pas. Et je vais essayer comme ça. Non plus. Bon, écoutez, si vous voulez écrire dans le chat, Madame Gendron, pour vous mettre votre commentaire, on peut vous laisser une petite minute de plus, mais on n'arrive pas à vous entendre pour l'instant parce que votre micro est fermé. Ah, peut-être qu'on va l'avoir. En cas où elle apparaît, je vais cesser l'enregistrement maintenant.